Ok, parfait, on va commencer. Donc bonsoir tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Johan Zibi, je vais être votre conférencier ce soir sur la conférence Access Sésame. Tout d'abord, je tiens à vous signaler pardon, que la conférence est enregistrée. Je vous enverrai aussi les slides, donc pas besoin de prendre des photos des slides, vous recevrez tout demain, donc le replay plus les slides. Euh, donc on va commencer. Donc l'objectif de cette conférence pour moi, ça va être de vous donner un maximum d'informations sur les concours pour que ça soit vraiment très clair pour vous les différences qu'il y a entre les concours Access et Sésame. Vous allez voir, j'ai un débit de parole qui est assez rapide, donc si je suis un peu trop, si je vais un petit peu trop vite, n'hésitez pas à me le dire dans le chat et je ralentirai. Je vous poserai peut-être la question au milieu de la conférence pour savoir voilà, si le rythme est OK pour vous. Et la conférence va durer environ 1 heure. Donc pendant 40 minutes, je vais tout bien vous présenter sur les concours. Si vous avez des questions, posez-les dans le chat. Et ensuite, à la fin de ces 40 minutes, je prendrai les questions dans l'ordre que vous avez, enfin dans l'ordre d'arrivée des questions. Et je répondrai un petit peu à toutes les questions. J'éluderai aucune question, donc n'hésitez pas à parler de votre cas personnel si c'est nécessaire ou si ça a du sens. Je prendrai le temps de répondre. Si vous avez des questions qui vont un petit peu au-delà des concours, vous pouvez aussi les poser. Vous allez voir, je vais essayer de vous parler des études de gestion aussi en général au début pour que vous ayez une vision globale qui soit claire. Et bah, si j'ai les réponses, je vous répondrai. Si je ne sais pas, je sais dire que je ne sais pas. Donc, vous inquiétez pas, je vous donnerai que des informations qui sont claires. Je vais aussi être amené à donner un petit peu mon point de vue parfois, parce que je trouve que c'est intéressant. Donc, moi, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans ce milieu-là. C'est la 11e année là, que je fais de la préparation au concours Access Sésame, notamment voilà, avec Prépa Campus, hein, qui est la prépa que je dirige. J'étais aussi jury d'admission à l'ESSEC. Et donc, je vais prendre enfin, comment dire, je vais essayer d'enlever toute la partie un petit peu langue de bois qu'on peut voir sur les sites d'information, par exemple. Et parfois, voilà, je vais être amené à donner mon avis. Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis, n'hésitez pas à le discuter, pareil, à me demander des précisions dans le chat et je vous dirai pourquoi, sur quoi repose mon avis. En gros, moi, enfin, mon avis, il va se reposer surtout sur ma connaissance des écoles, sur les retours que j'ai de mes anciens étudiants. Avec Prépa Campus, on a préparé plus de 1000 étudiants à ces concours. Et donc, et je suis resté en contact avec beaucoup d'anciens étudiants. Donc, j'ai des retours assez précis sur les écoles des concours et même sur d'autres écoles. Et, euh, et aussi, je vais me baser sur la sélectivité des écoles. Parce que je trouve que c'est un indicateur qui est vraiment important. Mais on en discutera plus tard. Donc là, il y a le petit sommaire de la préparation. Donc, on va commencer tout de suite. En fait, quand vous souhaitez faire des études de management ou de commerce, vous avez plusieurs options qui s'offrent à vous. Une des options, c'est de faire une école de commerce, mais une autre option, c'est de passer par d'autres voies. OK? Donc, parmi les écoles de commerce, il y a deux chemins en fait, qui se distinguent. C'est les écoles post-bac et les classes préparatoires qui amènent ensuite à des écoles. OK? Quand vous faites une école post-bac, donc les écoles des concours Accès Sésame, c'est des écoles post-bac. Quand vous faites une école post-bac, vous avez trois types de programmes différents qui existent. Des programmes en 3 ans qu'on appelle les bachelors, des programmes en 4 ans qu'on appelle les BBA et des programmes en 5 ans qu'on appelle les PGE, programmes grande école. Pour les programmes en 3 ans, les bachelors, en France, on n'a pas beaucoup de bons bachelors. On en a très très peu même. Le meilleur bachelor en 3 ans que vous puissiez trouver, c'est le bachelor de l'ESCP, qui est un bachelor donc, sur 3 ans qui se fait, vous faites une année à Paris et 2 années à l'étranger, donc dans les autres campus de l'ESCP en Europe. Donc ça peut être à Londres, à Madrid, ça peut être en Europe de l'Est. Ils ont un campus en Pologne. Enfin, ils ont plein de campus en réalité. Ça peut être en Italie. Il y a vraiment beaucoup de campus. Euh, c'est assez sélectif et le profil qu'ils recherchent, c'est des étudiants qui sont bons en maths et qui sont très très bons en langue et qui ont déjà des expériences à l'étranger si possible. Ok. C'est un assez bon programme qui n'est pas hyper exigeant d'un point de vue académique. Une fois que vous êtes là-bas, c'est pas très très dur, sincèrement, mais, mais qui a quand même un bon niveau et une bonne réputation. Vous avez aussi l'ESDEM en programme en 3 ans de Schema, qui est un programme voilà, qui peut être intéressant. Je vous en parle parce que vous serez amené à faire vos vœux Parcoursup plus tard. Ça peut vous donner des idées de vœux, hein, le SCP, l'ESDEM. L'ESDEM, c'est un programme en 3 ans et le but, c'est qu'après 3 ans, vous passiez des concours pour continuer en école de commerce. Je ne suis pas un ultra fan de ce programme-là parce que je ne pense pas que ce soit nécessaire de passer par un programme comme l'ESDEM pour faire ces fameux concours si vous avez envie de les faire. Mais voilà, c'est un autre programme qui peut être à peu près intéressant. Je trouve que c'est à peu près tout sur les bons bachelors qu'on a en France en école de commerce.
C'est assez moyen les bachelors que vous allez avoir en France. Ensuite, vous avez des programmes en 4 ans, c'est ce qu'on appelle les BBA. Donc les BBA en 4 ans, c'est calqué sur ce qui existe dans le modèle anglo-saxon. En fait, en France, au bout de 3 ans, vous avez une licence, au bout de 5 ans, vous avez un master, et au bout de 4 ans, bah, vous avez juste une licence, plus bah, les crédits pour une première année de master, mais il vous manque une deuxième année. Donc, si vous faites des études, je vous conseille de, si vous le pouvez, de pousser vos études à 5 ans quand même. Parce qu'en France, les diplômes sont importants et que bah, ça fait un peu short de faire des études en 3 ans si vous faites un bachelor. Et si vous faites un BBA en 4 ans, vous n'avez pas le grade de master, donc il faut rajouter une cinquième année en école de commerce ou à l'université, en master directement, pour valider le grade de master. Donc, si vous faites un BBA en 4 ans et que vous arrêtez au bout des 4 ans, vous avez juste une licence. Et vous n'avez pas besoin de rajouter 2 ans pour avoir un grade de master, il faut rajouter une seule année. Vous avez les crédits ECTS de votre quatrième année d'études, mais il faut compléter avec une cinquième année. Donc, quoi qu'il arrive, je vous recommande de poursuivre ensuite après votre BBA. En France, pour le coup, on a des excellents BBA et tous les meilleurs BBA se trouvent dans le concours Sésame, à l'exception du BBA de l'EDEC, qui est un très bon BBA, qui est hors concours. Et donc, c'est un vœu en plus sur Parcoursup. Pareil, vous pourrez postuler au BBA de l'EDEC. Il y a juste un entretien pour le BBA de l'EDEC. Il y a un petit test de personnalité qui n'est pas méchant du tout. Et pour l'entretien, si vous préparez le concours Sésame, quoi qu'il arrive, ça vous préparera aux entretiens de l'EDEC. Donc c'est vraiment un vœu gratuit que vous pouvez rajouter. On reparlera des BBA un petit peu plus tard, mais pour le coup, le BBA de l'ESSEC, qui est considéré comme étant le meilleur BBA de France, c'est peut-être le meilleur programme post-bac que vous puissiez faire en école de commerce, et c'est un programme sur 4 ans. Donc c'est pas parce qu'un programme est moins long qu'il est moins bien qu'un programme un peu plus long. Ok. Et donc, sur les programmes en 5 ans, donc c'est les PGE, vous allez avoir euh, la plupart, enfin les meilleurs programmes en 5 ans, ils se retrouvent dans le concours Access pour le coup. Donc je vous ai parlé du concours Sésame pour les BBA. Il y a des programmes aussi en 5 ans à Sésame, mais les meilleurs programmes en 5 ans, c'est dans le concours Access. Et la meilleure école du concours Access, c'est l'IESEG. Pour vous donner un ordre de grandeur, l'IESEG, si on mettait, donc en école post-bac, c'est le meilleur programme en 5 ans possible. Si on comparait au programme grande école post-prépa, il serait classé sûrement 6 ou septième. Ok. Donc ça va être moins bien que les programmes grande école post-prépa d'HEC, de l'ESSEC, de l'ESCP, de l'EM Lyon et de l'EDEC. Ça va se situer juste après. Ok. À titre de comparaison, je dirais que le BBA de l'ESSEC, ça va plutôt être d'un niveau similaire à l'EDEC ou à l'EM Lyon en programme grande école à peu près. En termes de sélectivité, en termes aussi de débouchés. En France, ça va être un peu moins fort, mais à l'étranger, ça va être très fort. Donc, on y revient plus tard, mais c'est vraiment voilà, un programme d'un très très bon niveau. Et donc, le BBA de l'EDEC, de l'ESSEC, c'est pas la même chose que le programme grande école de l'ESSEC, hein. Vous avez entendu, c'est deux très bons programmes, mais c'est pas les mêmes. Euh, que vous fassiez une école post-bac ou une école post-prépa, ça va être des écoles qui vont être payantes. Ça va coûter environ 15 000 euros l'année quand même. Donc quand vous faites une école de commerce, il vaut mieux que ce soit une bonne école. Sinon, ça n'a aucun intérêt de faire une école moyenne. Ça va vous coûter très cher votre scolarité pour pas grand-chose. Vous allez avoir beaucoup d'expérience en entreprise. C'est très professionnalisant. Et tout est fait d'ailleurs pour que vous ayez un maximum d'expérience en entreprise et que vous ayez aussi beaucoup d'expérience associative. Et ça va être très ouvert à l'international, donc vous ferez au minimum 6 mois à l'étranger, mais souvent vous allez faire un an, voire plus. OK? Donc ça, c'est vrai pour les écoles d'Access, pour les écoles de Sésame, pour les écoles post-prépa. Euh, donc c'est vraiment la même chose une école post-bac et une école post-prépa en termes, comment dire, d'enseignement, en termes de vie associative, en termes de rythme. Mais ce qui est différent, c'est que quand vous arrivez en post-prépa, c'est comme si vous arriviez déjà en troisième année d'école. Et donc, vous avez eu 2 premières années de prépa qui sont très exigeantes, qui vont ressembler beaucoup plus à des années de lycée, mais beaucoup plus difficiles. Et donc, les années que vous allez faire en prépa, enfin, le fait de faire une prépa, pardon, ça ne correspond pas au profil de tout le monde. Il faut être capable d'avoir une très très forte capacité de travail. Quand vous allez passer le concours des classes préparatoires derrière, bah, vous n'êtes pas sûr de l'école que vous allez avoir. Et donc, typiquement, si vous avez par exemple l'IESEG en post-bac, pour avoir mieux, il faudrait que vous ayez une école du top 5. Et donc, quand vous choisissez votre prépa sur Parcoursup, vous pouvez voir c'était quoi, combien d'étudiants sont rentrés dans le top 5 l'année dernière, donc dans les 5 meilleures écoles. Et vous savez, c'est quoi votre pourcentage de chance dans cette prépa-là d'avoir mieux que ce que vous avez eu en post-bac, par exemple, pour comparer. Et, euh, et donc, du coup, quand vous faites une prépa, il y a des étudiants qui vont trouver ça hyper enrichissant d'un point de vue intellectuel. Il y en a d'autres qui vont trouver ça beaucoup trop stressant, beaucoup trop compétitif.
Et il y en a qui vont, il y a des étudiants qui vont pas supporter d'être enfermés pendant 2 ans ou 3 ans. Et il y en a, au contraire, qui vont trouver ça très stimulant intellectuellement. Donc, vraiment, ça dépend du profil de l'étudiant. Ça va convenir à certains étudiants et pas à d'autres. Donc, aujourd'hui, ça fait 10 ans, enfin, ça fait 11 ans maintenant que je fais de la préparation au concours. Ce que je peux vous dire, c'est que le niveau des étudiants qui passent les concours post-bac est largement supérieur maintenant par rapport à il y a 10 ans. Aujourd'hui, on retrouve énormément de mentions très bien qui passent les concours et donc la compétition a augmenté. Voilà. Maintenant, euh, les dossiers ne comptent pas forcément pour une grosse partie, selon, ça dépend des écoles. Et donc, du coup, il y a un peu de la place pour tout le monde, mais si vous voulez avoir, par exemple, l'ESSEC, il faut avoir un bon dossier. Sans avoir un bon dossier, c'est déjà éliminatoire parce que c'est 30% de la note. Ok. Mais ça, on pourra en reparler plus tard si vous avez des questions dessus. Autre possibilité, quand vous voulez faire des études de management, c'est passer par l'université. Ça a l'avantage d'être gratuit. Ça va être beaucoup moins international et ça va être moins professionnalisant. Pour l'université, quand vous rentrez à l'université, vous faites vos 3 ans de licence et ensuite, il faut postuler pour le master. Donc, c'est comme un mini concours pour rentrer en master où vous n'êtes pas garanti d'avoir votre master dans votre université ou même dans une autre université. Mais si vous êtes bon, il n'y a pas de raison et vous pourrez faire votre master. À l'université, la vie associative est beaucoup moins développée. Il y a certaines universités qui sont ouvertes à l'international. Donc, Dauphine et Sciences Po, je dirais, c'est des universités qui sont très particulières, qui ressemblent beaucoup à des écoles de commerce. Si on met à part ça, il y a peut-être Assas et la Sorbonne qui envoient beaucoup d'étudiants à l'étranger. Pour les autres, c'est plus rare. Ok. Euh, on peut faire des très bons parcours universitaires. Dans l'enseignement, l'enseignement beaucoup plus théorique à l'université qu'en école de commerce où c'est beaucoup plus pratique. Ok. Donc la méthode d'enseignement est assez différente. D'un point de vue aussi administratif, je dirais que c'est très différent. En école, vous payez, hein, donc on fait très attention à vous, c'est privé. À l'université, vous êtes un peu un numéro. Donc c'est-à-dire que l'université s'adaptera jamais à vos projets, là où en école de commerce, ils vont toujours essayer de faire l'effort de s'adapter à vous. Moi-même, je suis passé par les deux cas. Je suis passé par Dauphine. J'ai fait un cursus où j'ai fait 5 ans à Dauphine et j'ai fait 3 ans à l'ESSEC en programme grande école. Et puis après, j'étais prof à Dauphine et j'étais jury d'admission à l'ESSEC. Je peux vous dire que d'un point de vue administratif, en tant qu'étudiant et en tant que prof, on voit la différence entre l'université et l'école. Ceci étant dit, moi, j'ai adoré les deux. Donc, euh, par exemple, je suis quelqu'un d'assez scolaire, donc l'université, moi, ça me convenait assez bien au final aussi. Ensuite, voilà, vous avez les BUT en 3 ans, beaucoup moins international aussi. Après votre BUT, vous pouvez continuer, vous pouvez vous arrêter au bout de vos 3 ans. Et vous pouvez faire aussi des BTS, un BTS en 2 ans. Le BTS, je ne vous le recommande pas, sauf si vous voulez faire des études courtes. Une fois que vous faites un BUT ou un BTS, vous pouvez continuer à l'université, puis en école de commerce, etc. Mais plus vous démarrez d'un diplôme qui est, on va dire, faible, plus c'est dur de rebondir vers des diplômes forts. C'est toujours possible, mais ça va vous demander de lutter beaucoup plus que les autres. Donc, c'est important de faire un choix qui est, euh, euh, qui est vers une école ou vers une université ou vers un programme qui est fort au début, parce que ça va vous aider à monter. Mais si vous démarrez par quelque chose qui, voilà, qui est plus modeste, ça ne veut pas dire que si vous êtes bon sur le terrain, ça ne veut pas dire que vous ne finirez pas dans quelque chose de très très fort. Ok? Voilà, j'ai pris un petit peu de temps, je suis désolé. Et donc, du coup, maintenant, on va parler vraiment des concours. Donc, entre Access et Sésame, est-ce qu'il faut choisir? Déjà, comme je vous l'ai dit, au concours Access, vous avez que des programmes grande école en 5 ans. Et vous avez 4 écoles. Jusqu'à l'année dernière, il n'y avait que 3. C'était l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES. Et il y a Excelia qui rejoint le concours Access cette année, pour la première fois. Donc l'année dernière, ça n'y était pas. Et en fait, il y a 2 ans, c'était dans le concours Sésame. Ils ont quitté le concours Sésame il y a 2 ans. Ils étaient hors concours l'année dernière, c'était une année de transition. Et maintenant, ils ont rejoint le concours Access. C'était plus logique pour Excelia de rejoindre le concours Access parce qu'en tant que programme grande école, ils voulaient être avec les autres meilleurs programmes grande école. Le vrai très gros programme grande école, enfin très gros, assez gros programme grande école qui n'est pas dans Access, c'est l'EM Normandie, qui est dans César. Vous avez 3 épreuves écrites, on va revenir dessus au concours Access, et vous avez que des diplômes en 5 ans. Les épreuves écrites sont autour du 10 avril pour Access, et c'est pareil pour Sésame. Donc l'année dernière, ça devait être le 8 et le 9 avril, et l'année d'avant, le 9 et le 10 avril, et l'année d'encore avant, c'était le 10 et le 15 avril, je crois. Voilà. Au concours Sésame, vous avez 14 écoles. Vous avez des BBA en 4 ans, donc comme le BBA l'ESSEC, le BBA l'EM Lyon, de Neoma, de Schema, etc. Et vous avez aussi des programmes en 5 ans qui s'appellent pas toujours programme grande école parce que le programme de Neoma en 5 ans, c'est un programme qui est ciblé sur le numérique. Et donc, du coup, c'est pas un programme généraliste. Donc, c'est pas un programme grande école, c'est un programme numérique. Mais sinon, vous avez des programmes grande école comme ceux de l'EM Normandie. Euh, donc, un programme en 4 ans, ça donne un grade de licence. Un programme en 5 ans, ça donne un grade de master. Et donc, du coup, si vous faites un BBA en 4 ans, il faut rajouter des années d'études derrière.
Et vous avez 7 épreuves écrites, enfin 6, mais les langues, c'est divisé en deux parties, l'anglais et la LV2. OK? Donc si on parle des écoles, je vous ai mis les classements de l'année dernière. Le classement des programmes grande école l'année dernière, c'était l'IESEG en 1, l'ESCA en 2, le M Normandie en 3, l'Excellent en 4. Ça, c'est pour le post-bac. Donc, c'est que des écoles de Sésame et d'Access, hein. J'ai pas fait de tri. Et si vous prenez le classement des BBA, alors il a un peu changé, excusez-moi, il n'est pas à jour le classement Joie, mais c'est pas très grave. Vous avez un ESSEC, 2 M Lyon, 3 EDEC, 4 Ketch. Dans le classement de l'année dernière, c'était 4, j'étais deuxième finalement. Et on avait Schema et Neoma en 4 en 5 et 6 du coup. Sachez une chose, c'est qu'il faut faire attention avec les classements. Ça, le classement n'est pas la réalité. Je m'explique. Euh, Par exemple, Kedge est classé deuxième sur le dernier classement. Donc le classement que je vous ai mis ici, il n'est pas à jour, je suis désolé. Ceci étant dit, Kedge ne vaut jamais plus que le bibier de Kedge n'est jamais aussi bon que le bibier de l'EM Lyon ou que de l'EDEC, par exemple. Ok, le classement, c'est quelque chose qui est fait sur des valeurs, comment dire, sur des notations un petit peu scientifiques, entre guillemets. Mais la réalité du terrain, c'est la sélectivité des écoles, c'est le niveau des études, c'est le niveau des étudiants qui rentrent, hein, du coup. C'est les débouchés qu'il y a derrière, c'est la réputation de l'école auprès des entreprises. Et en fait, on se rend compte que Kedge est vraiment loin pour moi de l'EM Lyon ou de l'EDEC. Et pour moi, ça serait même peut-être moins bon que Schema et Neoma. Enfin, pas peut-être, d'ailleurs. Moi, c'est moins bon. OK? Donc, il faut faire attention à ça. Il y a 3 4 ans, l'EDEC, ils étaient classés septième. Puis l'année d'après, ils étaient classés premier. Puis après, deuxième. Faut faire attention. L'EDEC n'a jamais été premier pour moi. Ça a toujours été l'ESSEC. Il y a une vraie différence pour le coup entre l'ESSEC et ses poursuivants. Le vrai niveau de l'EDEC, c'est au niveau de l'EM Lyon, entre la 2 et la troisième place. OK? Donc, tous les meilleurs BBA sont en concours Sésame sauf les decks. Voilà, qui est un autre jeu en plus. Du coup, maintenant, je vais vous parler des épreuves. Alors, je vais vous poser une petite question. Est-ce que le rythme est OK? N'hésitez pas à me répondre dans le chat. Hop. N'hésitez pas à me répondre dans le chat pour me dire si c'est OK. Mettez un petit pouce si c'est OK. Si vous voulez que j'accélère, vous me le dites. Si vous voulez que je ralentisse, vous me le dites. Bon, rythme OK. Yes, parfait, impec. OK. Parce que j'ai plein de choses à dire, mais d'un autre côté, j'ai pas envie de vous endormir. Donc, il faut gérer. Donc, du coup, pour les concours Access et Sésame, vous allez avoir des épreuves de langue. Donc, au concours Access, vous allez avoir que de l'anglais. L'anglais, ça va durer 1 heure. Vous aurez 50 questions avec 4 propositions au format vrai-faux et 25 UCM. Je vous donne un exemple. Là, vous voyez, pour la question Access, ça, c'est une seule question. Et pour les propositions A, B, C ou D, il faut dire si la phrase, elle est correcte. Donc, vous allez mettre vrai, faux, vrai, vrai, par exemple. Je dis au hasard, je ne les ai même pas lues, les phrases. Si vous avez, donc, si vous avez bon, vous avez +1. Si vous avez pas bon, vous avez -1. Grosso modo, c'est ça. C'est pas exactement ça le système de notation, mais je vous simplifie la chose. OK? Donc, vous voyez, là, ça fait une seule question. Vous en avez 50 comme ça, plus des questions au format QCM. Donc, c'est très, très long, hein, le concours Access, l'anglais. Il faut être très, très à l'aise avec ces règles de grammaire. En fait, que ce soit pour Access ou pour Sésame, le programme en anglais, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup de grammaire et de la compréhension de texte. OK? Donc sur la grammaire, ça va être aussi la concordance des temps, ça va être les auxiliaires, ça va être euh, euh, les faux amis, ça va être les adjectifs numéraux, ça va être les couleurs, enfin, ça va être tout ce qui, on va dire, tout programme en fait, hein, de terminale. Mais comment dire, il n'y a pas besoin d'être bilingue pour avoir une bonne note en fait. Il faut juste être très fort en grammaire. Et c'est pareil pour Sésame. La seule différence que vous avez entre Access et Sésame, au-delà du format, pour Sésame, vous avez juste 40 questions au format QCM à faire en 30 minutes, et vous avez aussi la LV2, c'est pareil. Au-delà, en fait, du format, la seule différence, c'est que vous avez quelques petites questions d'actualité sur le monde anglo-saxon pour Sésame. OK? Nous, pour préparer les étudiants de Prépa Campus à l'épreuve d'anglais, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des stages intensifs pendant les vacances scolaires. C'est 2 heures par jour sur une semaine pour l'anglais. Ils sont les étudiants entre 5 et 8 parcours. On revoit tout le programme de grammaire. Pour chaque point de grammaire, on fait des exercices ciblés avec les étudiants. Si les étudiants ils ont des difficultés, bon, on travaille un peu plus sur le point de grammaire, sinon on va le passer un petit peu plus vite donc pour chaque groupe. Et ensuite, on fait un concours blanc à la fin. Et on s'entraîne aussi on s'entraîne sur des sujets complets et on s'entraîne sur des concours blancs chronométrés à la fin. Et on fait un vrai concours blanc. OK? Pour votre LV2, pour Sésame, on le fait aussi. Donc, on fait anglais et LV2 pour Sésame en stage intensif et que anglais pour Access. À la fin de votre stage d'anglais ou de anglais plus LV2, si vous faites Sésame,
vous allez avoir un débriefing individuel où on va vous dire, voilà comment s'est passé ce stage pour vous, voilà vos points forts, voilà vos points faibles, et voilà les points qu'on vous conseille de travailler. On vous donne accès à une plateforme pour que vous puissiez vous entraîner spécifiquement sur les différents points de grammaire qu'on vous a ciblés avec des exercices, avec des corrections que vous n'avez pas fait en cours. OK? Et ça, on l'envoie aux parents et aux étudiants. Comme ça, voilà, vous savez, après votre stage, ce que vous pouvez faire pour continuer de progresser. Donc, la deuxième épreuve écrite que vous avez, c'est la synthèse de documents pour Access ou l'analyse documentaire pour Sésame. Ce n'est pas du tout la même chose, mais je vous les ai mis ensemble sur la même slide parce que les corpus documentaires se ressemblent. Donc, l'illustration, elle marchera assez bien pour Sésame et pour Access. Donc, pour Access, l'exercice, on dit accès, on disait Access avant, on dit accès maintenant. Moi, je dis l'un et l'autre parfois. Donc, voilà. Vous pouvez dire concours, on dit plutôt concours accès. Enfin, ils veulent qu'on dise concours accès. Avant, il fallait dire concours access. Voilà. Vous faites comme vous voulez. On se comprend. Pour la synthèse de documents au concours accès, du coup, vous allez avoir une douzaine de documents qui font un peu la longueur du document 7 que vous voyez ici. Tous les documents vont être sur un même thème. Donc, imaginons que le thème, c'est, je ne sais pas, l'intelligence artificielle. Et ce que vous allez devoir faire à la fin, c'est rédiger une synthèse de 350 mots, plus ou moins 10%, donc entre 315 et 385 mots, qui va reprendre toutes les composantes principales du corpus documentaire. Donc vous allez voir en lisant les documents peut-être qu'il y a trois grandes parties voilà, qui se distinguent. Les textes, ils vont parler par exemple de comment l'intelligence artificielle, je sais pas, change nos modes de vie. Peut-être il y a un deuxième thème sur l'intelligence artificielle au travail et peut-être un troisième thème sur l'intelligence artificielle et nos facultés cognitives. Comment l'intelligence artificielle modifie nos facultés cognitives. Je dis un truc complètement au hasard. Et vous allez voir que les documents 1, 3, 5, 7, ça parle de la première partie, 2, 3, 6, 9, ça parlait de la deuxième, etc. Donc, en fonction des différents thèmes que vous allez identifier, vous allez faire un plan. Donc, on fait un plan détaillé. Et ensuite, vous faites votre rédaction. Et quand vous faites votre rédaction, pour chaque idée que vous allez développer, que vous allez reprendre des documents, il faudra toujours donner un exemple tiré des documents. Vous n'avez pas le droit de citer directement les documents. Vous n'avez pas le droit non plus d'utiliser des connaissances personnelles. Donc, si le thème, en fait, il vous parle, ça vous aidera à mieux comprendre les documents, mais ça ne vous aidera pas vraiment à rédiger votre synthèse. Donc, nous, ce qu'on fait avec les étudiants, c'est qu'on va travailler sur la prise de notes. On va travailler sur la compréhension de texte, hein, d'ailleurs, en général. On va travailler sur le fait de faire des plans. On va travailler sur la rédaction. Si vous êtes dysorthographique et que vous faites beaucoup de fautes d'orthographe, c'est pas dire que vous aurez une mauvaise note. Vous aurez un petit malus. Vous ne pourrez pas avoir 20 à l'épreuve en faisant des fautes d'orthographe, mais vous pouvez avoir une bonne note quand même si vous avez bien repris, je dirais, les points importants si vous avez bien identifié, on va dire, les points importants des différents documents et si vous avez bien compris le corpus. OK? Tous les ans, on a des étudiants qui ont 20 à cette épreuve. Donc, c'est vraiment possible d'avoir 20. Pour le concours Sésame, l'analyse documentaire, ça dure que 2 heures. Donc, c'est 3 heures pour la synthèse d'Access. Pour l'analyse documentaire, c'est 2 heures. Comme pour Access, vous allez avoir un certain nombre de documents. Vous allez avoir à peu près 25 documents, comme le document 7, donc texte. Peut-être une dizaine de documents iconographiques avec des illustrations, des dessins, des caricatures, des camemberts statistiques, enfin ce genre d'illustration. Et donc, c'est très, très, très long. Et vous allez avoir 20 questions au format QCM auxquelles vous devrez répondre. Vous avez des questions de repérage, c'est le plus simple. On va vous demander, par exemple, combien de startups d'intelligence artificielle Apple a racheté en 2026. Et dans les documents, ou en 2025, et dans les documents, il y aurait écrit un moment, noir sur blanc, Apple a racheté 25 startups d'intelligence artificielle en 2026, en 2025. Ou ça sera dans un camembert ou dans un bar chart, tout ce que vous voulez. OK? Ça, c'est les questions de repérage. Vous allez avoir, donc ça vaut un peu moins de points, ça. Vous avez les questions d'analyse, c'est plus compliqué. On va vous demander, par exemple, quels sont les différents, je ne sais pas moi, dangers liés à l'intelligence artificielle. Et on va vous faire des propositions. Il y aura peut-être 5 propositions cette fois-ci. Et il peut y en avoir plusieurs de corrects. Et donc, du coup, les bonnes réponses peuvent se trouver dans plusieurs textes différents. OK? Et la troisième type de question, c'est vous avez des questions de synthèse. Ils ont pré-rédigé une synthèse pour vous, mais il faut choisir la bonne problématique. Il y a des trous dans la synthèse. Il faut utiliser les bons mots pour choisir les trous. Euh, Enfin, pour remplir les trous. Il faut faire attention, par contre, parce qu'il y a plein de pièges qui vont se dissimuler un petit peu partout. Et parfois, il y a deux réponses qui auront l'air correctes, mais il y en a une, par exemple, qui va aller un petit peu trop loin, alors que l'autre, ça va être la bonne réponse. Il y en a une qui va pas avoir, comment dire, le bon style quand on compare au reste de la synthèse.
Donc c'est pour ça que la réponse va être un peu moins bonne. Et donc tout est dans la nuance. Là aussi, c'est un exercice vraiment de méthodologie. Si vous avez la bonne méthodologie pour faire votre prise de notes, pour avoir une lecture rapide des documents, pour naviguer entre les documents quand vous avez, pardon, quand vous avez, en utilisant les questions, là, vous allez pouvoir vraiment être efficace. Et donc, pour travailler la synthèse de documents et l'analyse documentaire, comme pour les langues, c'est des stages intensifs pendant les vacances scolaires et c'est 2 heures par jour par matière sur une semaine. Et donc, du coup, si vous faites juste Access, vous allez avoir en stage l'anglais, pardon, et la synthèse. Si vous faites juste Sésame, vous aurez l'analyse documentaire, l'anglais et la LV2. Et si vous faites Access plus Sésame, vous avez synthèse, anglais, LV2, analyse documentaire. Si vous faites tout sur la même semaine, c'est 8 heures de cours par jour sur une semaine. Mais ce que vous pouvez faire avec nous, c'est faire une partie sur une semaine et une autre partie sur une autre semaine. Vous faites 2 matières en décembre, 2 matières en février, par exemple. OK? Pareil, vous êtes en tout petit groupe. Et si vous souhaitez vous entraîner après le stage, c'est ce qu'on va vous inviter à faire d'ailleurs. Vous aurez plein de sujets et plein de fiches de méthodologie. Enfin, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner sur la plateforme. On vous donne des conseils personnalisés et après, quand vous rédigez votre synthèse, vous l'envoyez à votre prof et elle vous la corrige après, ou il vous la corrige après votre stage. Donc ça, c'est pour les matières qui se font en stage. Et ces stages pendant les vacances scolaires, vous pouvez les faire soit en présentiel à Paris, soit à distance. Et on propose toutes les semaines de toutes les vacances, enfin de février. En février, pardon, on propose les semaines des 3 zones que vous avez en France, zone A, zone B, zone C. Donc, quelle que soit votre ville, vous avez accès aux deux, vous pouvez faire les 2 semaines. Et sur les vacances de décembre, on fait que la deuxième semaine, parce que la première semaine, il y a Noël. Et on fait jamais cours la veille de Noël, le jour de Noël, le lendemain de Noël. Donc si on enlève le jeudi, le vendredi, le samedi, la semaine elle est foutue. Donc, du coup, c'est que la deuxième semaine ou pendant les vacances de février. Ok. Donc, à cela va s'ajouter la partie raisonnement logique et mathématique. Donc, ça, c'est pour le concours Access. C'est la partie la plus importante. C'est 45% de la note pour l'ESCA, c'est 45% de la note pour l'IESEC. OK? Les maths, pour le coup, ça ne se travaille pas sur une semaine. Contrairement, par exemple, si je vous fais une comparaison, pour l'analyse documentaire, typiquement, ou pour la synthèse d'ailleurs, c'est pas efficace de travailler de manière hebdomadaire. C'est beaucoup plus efficace de travailler de manière intensive parce que si jamais on n'a pas le temps de finir un sujet, si on le reprend la semaine d'après, bah, en fait, il faut vous replonger complètement dans les documents, vous savez plus ce que vous avez écrit, c'est très compliqué. Si vous reprenez le lendemain, il n'y a aucun problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le fait de répéter la méthode plusieurs fois d'affilée, ça vous permet vraiment de l'imprimer. Et c'est l'idéal, en fait. Derrière, vous avez besoin de refaire 1 ou 2 entraînements juste avant le concours et c'est parfait. OK? Ce sera juste une petite question d'ajustement. Pour la partie raisonnement logique et mathématique d'Access, pour le coup, c'est pas du tout pareil. Si vous avez des difficultés en maths, après une semaine de stage, vous ne serez toujours pas bon en maths. OK? Si vous êtes très bon en maths, vous aurez peut-être compris ce qu'on vous expliquait, mais après, il faut toujours maintenir ça, ça se perd très vite les maths. Donc la bonne manière de travailler la partie raisonnement logique et mathématique, c'est de la travailler dans le temps. Sachez une chose, si vous êtes en STMG ou si vous êtes en, enfin, si vous ne faites pas les maths complémentaires au lycée, ça va vous demander, c'est possible de se préparer, mais je me réserve le droit de refuser les étudiants parce que parfois, si le profil n'est pas bon, en plus du fait que vous fassiez pas les maths, je me réserve le droit de ne pas vous accepter. Mais sinon, en fait, c'est possible de se préparer. Tous les ans, on en a qui sont en STMG, qui vont rentrer à l'ISEG, mais ça leur demande plus de travail qu'aux autres, vraiment plus de travail qu'aux autres. Et de toute façon, je vous expliquerai en quoi ça vous demande plus de travail, parce qu'il y a toute une partie du programme qu'on va devoir faire avec vous que vous n'aurez pas vu avant. Et on vous prendra même nous-mêmes, les profs, en individuel. C'est moi d'ailleurs en général qui fais ça. Je reprends les étudiants qui ont des difficultés en individuel pour leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris, je ne leur fais pas payer. Donc pour moi, c'est un engagement aussi supplémentaire auprès de vous, qui est gratuit. Mais je le fais que pour des étudiants qui sont vraiment motivés. Parce que sinon, je sais qu'on va dans un mur et donc du coup, c'est pas possible. Donc, pour la partie raisonnement logique et mathématique, il y a 3 parties. Raisonnement logique, maths, problème. Donc, je vais commencer par la partie du milieu, la partie maths. Donc, moi, je suis un enseignant de cette matière-là. Et donc, je donne des cours dans la prépa, dans cette matière-là. Donc, si vous travaillez, vous inscrivez à Prépa Campus, vous m'aurez sur cette matière-là. Enfin, je suis un des différents profs. Donc, vous pourrez vraiment m'avoir. Sur la partie mathématique, c'est le programme de maths complémentaire, sans les limites, sans les suites. Il n'y a pas de rédaction vu que c'est un vrai faux, mais par contre, les calculs sont plus techniques au lycée. Le fait de préparer cette matière-là, ça vous aidera vraiment pour le lycée, mais nous, on s'entraînera vraiment spécifiquement sur des exercices type Access, qui sont du coup plus techniques qu'au lycée, mais sans aucune rédaction. Donc ça va clairement vous aider, et c'est là où je vous dis quelqu'un en STMG part avec des bases qui vont poser problème, et donc nous, on retravaille ça avec vous, parce qu'on a une organisation qui permet de travailler vraiment comment dire, en détail avec vous, mais ça vous demandera un engagement qui est plus fort que pour les autres.
Pour la partie raisonnement logique, vous allez avoir des questions donc, logiques. Là, je vous ai mis un exemple de question de raisonnement logique. Si vous pouvez faire hein, la question avec vos techniques de terminale, mais vous verrez que ça serait très long et très difficile. Là, vous avez 8 minutes pour répondre aux 4 propositions ABCD. Si vous faites un arbre, ça va prendre 1000 ans, mais c'est pas impossible. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est un diagramme de veine. Ça, c'est un type de technique qu'on vous apprend, et ça vous permet de résoudre assez facilement le problème. Ça tombe quasiment tous les ans, les diagrammes de veine. On vous apprend à faire des logigrammes, on vous apprend à traiter les questions type menteur-vérité, on vous apprend à travailler les questions de double proportionnalité, de vitesse, distance, étant, etc. En fait, le problème, il n'est pas infini. À la fin, on aura tout vu avec vous, et quand vous serez le jour du concours, il n'y aura aucune nouveauté pour vous, vous serez très à l'aise sur le sujet. Et vous avez des problèmes. Les problèmes, c'est très intéressant, et c'est très différent de ce qu'on a au lycée. Les problèmes dans la partie raisonnement logique et mathématique, ça va être des questions qui se suivent et qui vont faire appel à des outils que vous ne maîtrisez pas. Donc ça peut être des outils de finance, d'économie ou de mathématiques que vous n'avez pas vu en cours. On va vous expliquer pendant le problème comment utiliser ces outils. Et ensuite, vous devrez les utiliser sur des vraies questions et interpréter les résultats. Donc, pour se préparer, donc, au lycée, en général, vous faites un chapitre, après vous avez votre contrôle. Là, vous devez tout faire en même temps. Et c'est très intéressant parce que pour avoir une bonne note au problème, il faut comprendre ce qu'on fait. On ne peut pas apprendre par cœur à avoir une bonne note au problème. Et donc, du coup, nous, pour travailler ça avec vous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous entraîner à travailler de cette manière-là. On vous présente une situation avec un outil, on vous explique comment l'utiliser, vous l'utilisez, vous interprétez le résultat. Si vous savez le faire à l'entraînement, vous saurez le faire le jour J. Ok. Et honnêtement, au-delà de ça, l'exercice intellectuel est très utile pour des révisions de mathématiques en général. Voilà. C'est très bien de comprendre ce qu'on fait. Donc pour travailler sur la partie raisonnement logique et mathématique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des cours hebdomadaires qui sont du lundi au samedi, qu'on propose. Vous devez faire minimum 1 heure par semaine pour faire tout le programme. Donc si vous venez en cours tous les lundis, vous ferez tout le programme. Le lundi et le mardi, on fait le cours A. Le mercredi, jeudi, on fait le cours B. Le vendredi, on fait le cours C. Et le samedi, on refait les cours A, B, C. C'est le soir qu'on fait les cours, évidemment. Donc du coup, si vous venez le lundi, ça sert à rien de venir le mardi, vous ferez le même cours. Ok. Si le lundi, on fait la géométrie en novembre, lors du cours A, la géométrie lors du cours B, on la fera en janvier. Et on la fera en mars lors du cours C. Ça sera exactement le même cours de géométrie. Par contre, on change tous les exercices et toutes les corrections. Ok. Donc sur un cours classique, vous aurez 20 minutes, par exemple, où on va vous expliquer toutes les notions de géométrie qu'il faut connaître pour le concours. Et ensuite, on va faire des exercices type Access. On va en faire 3 types Access avec 4 questions à chaque fois, donc ça fait 12 questions. Et vous aurez peut-être 8 minutes pour faire le premier exercice. Et ensuite, on va le corriger et on va demander à 4 étudiants de nous aider pour la correction, un par question. Et nous, on va enrichir la correction. On a un tableau blanc sur Zoom et on va enrichir, on va noter la correction et bien vous expliquer au fur et à mesure. Et vous pouvez évidemment poser vos questions. Donc c'est très participatif. Vous pouvez poser vos questions pendant la partie cours et vous allez être amené à participer à toutes les corrections. Et ça va être très dynamique. On ne va pas vous dire vous faites 30 minutes d'exercice, après on corrige. Non, on va faire 8 minutes, puis après 8 minutes de correction, puis après 6 minutes d'exercice, 7 minutes de correction, etc. C'est très très rythmé, c'est fait exprès. C'est pour que ça soit vraiment dynamique. C'est que des cours en ligne. Vous n'allez pas vous déplacer pour 1 heure de cours. C'est que des cours en ligne. Et donc, si vous ratez un cours, vous pouvez les récupérer le samedi, ou alors on les enregistre aussi les cours et vous pouvez les récupérer 48 heures plus tard sur notre plateforme. Donc, en gros, quand vous préparez Access, vous avez les cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématique, le stage d'anglais, le stage de synthèse de documents. Et donc, ça va vous entraîner sur l'année. Ça commence début novembre, les cours hebdo, ça va finir lors du concours. En plus de ça, donc, du coup, enfin, pas en plus de ça, à côté de ça, pour le concours Sésame, dans la partie raisonnement, j'ai triché avant, ça s'appelait raisonnement la partie, ils ont changé la disposition. Mais en gros, pourquoi j'ai réuni les 3 matières, c'est parce que c'est ce qu'on fait aussi en cours hebdo. Donc, pour Sésame, il nous reste les cours de mathématiques, français et compétences digitales. En mathématiques, ça n'a rien à voir avec les cours, avec les exercices d'Access. C'est des questions, des petits problèmes à résoudre en 2 minutes. Je vous ai mis un exemple de question. Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet aller est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Ça, je vous laisse un petit peu réfléchir. Moi-même, je suis un des profs de maths aussi, pareil, sur Sésame, donc enfin, vous pouvez venir, mais je suis un des profs qui donne les cours de maths. Quand vous regardez l'exercice, il y a allez, 4 étudiants sur 5 qui va faire OK, 25 km/h aller, 100 km/h au retour. Je fais 25 plus 100, ça fait 125. Je divise par 2, ça fait 62,5 km/h de moyenne. Ce qui est faux.
La vraie technique pour réussir à résoudre ça, c'est que si vous avez un trajet qui fait 100 km, à l'aller, vous allez mettre 4 heures, au retour, vous allez mettre 1 heure. Donc, si vous faites du 25 km/h à l'aller, vous mettez 4 heures, et si vous faites du 100 km/h au retour, vous mettez 1 heure. En tout, vous aurez fait 200 km, sans l'aller, sans le retour, en 4 heures plus 1 heure en 5 heures, 200 divisé par 5, ça fait 40. Vous avez fait du 40 km/h, c'était la réponse A. Ok. Donc c'est plein de petits trucs comme ça. Ça ne demande pas un niveau mathématique de fou, hein. Si vous êtes en STMG, si vous arrêtez les maths complémentaires, ça ne change absolument rien. Vous pouvez absolument être excellent sur cette partie-là. Mais ça demande de la réflexion et un peu de technique. Pareil, le programme, il est fini. On sait tout ce qu'il y a à réviser. On reprend tous les thèmes, euh, tout ce qui peut tomber au concours. Il y a zéro surprise. Tous les ans, on a des excellentes notes en mathématiques sur le concours Sésame. Même si vous n'êtes pas bon en maths au début, en fait, vous arriverez à remonter et vraiment progresser fort. Ensuite, vous avez le français. En français, vous allez avoir des questions d'orthographe et de grammaire. Vous aurez aussi des questions pour avoir des questions un peu de littérature type bac français, donc sur des auteurs, etc., des courants littéraires. Et vous aurez aussi des questions un petit peu de vocabulaire. On peut vous demander les synonymes d'un mot, l'antonyme d'un mot. On peut vous demander aussi euh, la définition d'un mot. On peut vous demander euh, ce que veut dire une expression ou une expression latine, ou une locution latine, pardon. OK? Donc, ça va être ce genre de choses-là. Pareil, on va travailler ça avec vous. Et il y a les compétences digitales. C'est un peu ce qu'on voit à la certification PIX, mais un peu plus poussé quand même. On va parler d'IA, on va parler, pardon, d'algorithmie. Donc, on vous apprend à faire des petits algorithmes. C'est pas méchant, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'est un peu nouveau quand même pour les étudiants. On vous explique c'est quoi les différentes formules Excel importantes, comment on fait des recherches avancées sur Google, c'est quoi un agent IA, comment fonctionne une base de données, quels sont les différents types de cyberattaques qu'on peut avoir, etc. Ok, donc, le programme il est bien défini aussi, évidemment, et c'est assez dense, mais au final, si vous avez travaillé tous les thèmes en fait, qui sont au programme, vous pouvez avoir une très bonne note en compétences digitales. Mais au-delà de ça, c'est vraiment très intéressant aussi parce que c'est vraiment utile, je trouve, dans le monde professionnel, voire dans les études. Vous allez vraiment apprendre, enfin, développer des compétences qui vous resserviront plus tard. Donc ça, c'est vraiment cool. Et donc, du coup, pareil, on travaille ça encore en cours hebdo. C'est du lundi au vendredi. Et au lieu de reprendre les 3 cours le samedi, on les reprend le dimanche pour Sésame. Et donc, sur les cours hebdomadaires, pareil, vous avez cours A, cours B, cours C. Sachant que, par exemple, pour le cours A, on va faire d'abord 8 cours de mathématiques, après 4 cours de français, après 6 cours de compétences digitales. Donc ça, c'est le lundi, mardi. Mercredi, jeudi, on va commencer, on va faire 4 cours de français, puis 6 cours de compétences digitales, puis 8 cours de maths. Et le vendredi, on va faire d'abord 6 cours de compétences digitales, puis 8 cours de maths, puis 4 cours de français. On change tous les exercices d'un jour à l'autre. Donc, enfin, sur le cours A, B et C. L'idée, en fait, c'est que pour faire tout le programme, vous faites 1 heure par semaine, mais si vous voulez faire 3 heures par semaine pour vous entraîner, vous pouvez. L'idéal, c'est de faire, je dirais, l'idéal, c'est de faire 2 heures par semaine. Comme ça, en fait, en janvier, vous avez fait tout le programme de maths, français, compétences digitales. Et à partir de janvier, c'est que des révisions. Et du coup, vous n'avez pas besoin de vous entraîner tout seul en dehors des cours, parce que le deuxième cours, en fait, c'est les révisions. Vous allez revoir la partie cours, vous allez refaire des exercices, et donc ça va vous suffire. On ne donne jamais de devoirs sur les cours hebdomadaires, parce que si vous travaillez par exemple avec nous 2 heures par semaine sur un concours, ce sera suffisant pour que vous soyez largement au niveau, même à un très très bon niveau au moment du concours. Ok. Donc si vous préparez Access plus Sésame, il faut compter, disons, 4 heures de cours par semaine. Ok. Ça va vous aider pour le lycée, d'une certaine manière. Il n'y a pas de devoir. Donc, l'engagement, en fait, quand on fait Access Sésame, en termes de charge de travail, ça correspond à peu près à quand on prend une option lycée. Si vous prenez une option comme Math Expert, c'est 3 heures de cours en plus, plus plein de devoirs. Bah, nous, c'est 4 heures, mais zéro devoir. OK. Si vous faites les deux concours. Si vous faites un seul concours, c'est à peu près 2 heures par semaine. Vous pouvez aussi très bien faire une seule heure par semaine et vous entraîner sur notre plateforme en plus, si vous voulez faire preuve de plus d'autonomie et mieux gérer votre temps. Et voilà, l'idée aussi, c'est un peu qu'on vous accompagne au maximum et qu'en fait, vous ayez rien à faire tout seul. Et comme ça, on fait des cours vraiment vivants, où vous êtes amené à participer. Et en fait, ça passe tout seul. Ok. Et la dernière épreuve, du coup, c'est les enjeux contemporains, la culture générale. Donc, au concours Access, vous n'avez pas d'épreuve écrite de concours général. Vous en avez juste une pour l'ESCA, en fait, au moment des épreuves orales. Et sinon, en fait, les enjeux contemporains, on va reprendre les actualités des 10 mois avant le concours. Donc, c'est-à-dire entre maintenant, à peu près, enfin, entre juillet et avril. Ok. Et pour ça, on vous fait 8 cours d'1 h 30 qui sont les week-ends. Entre janvier et mars. C'est pas toutes les semaines, mais de manière ponctuelle, vous allez avoir des cours. OK? Et l'année dernière, c'est la première fois qu'on avait, sur les 40 questions, on avait traité 37 en cours. La moyenne en général, c'est plutôt 32 à peu près, plutôt 80%. Là, cette année, on avait vraiment quasiment tout vu en cours. C'est un sujet qui est très très vaste. Le prof qui fait ça,
C'est aussi un prof qui fait un cours similaire à l'ESSEC pour les étudiants qui passent les concours à la fonction publique. C'est des cours qui sont passionnants. On vous donne des fiches de révision que vous pouvez utiliser d'ailleurs pour annoter au moment du cours, comme ça vous n'avez pas à tout noter, hein, évidemment. Vous pouvez écouter le cours et participer au cours. Et c'est vraiment passionnant, voilà, de pouvoir travailler de cette manière-là. Du coup, si vous souhaitez vous préparer sur le concours, comment vous pouvez faire? La première chose, c'est qu'il y a les annales pour s'entraîner. Vous pouvez les trouver sur. Donc, il y a l'application Concours Sésame 2026 qui sera disponible dans un mois et demi environ, à partir de début octobre. Alors, c'est très bien comme application pour s'entraîner. Le seul problème, c'est que vous allez très vite tourner en boucle sur les questions, c'est normal. Vous faites un petit test de maths, il y a 10 questions. Les explications sont très bien faites, je trouve. Par contre, si vous faites le deuxième test de maths derrière, sur les 10 questions, il y en aura encore 3 ou 4 que vous avez déjà faites au test précédent. Donc, vous tournez très vite en rond. C'est très bien pour s'entraîner un petit peu dans son lit. Il y a les annales d'accès sur le site qui sont téléchargeables. Vous pouvez les télécharger dès maintenant juste pour voir à quoi ressemble le concours. Vous allez trouver ça hyper dur, c'est normal. Vous n'êtes pas censé être prêt maintenant. Pour les livres, il y a des livres qui existent. Le moins mauvais, c'est le Grand Manuel du concours Sésame ou le Grand Manuel du concours Access. Je vous les recommande pas plus que ça. C'est bien pour s'entraîner tout seul quand on n'a rien d'autre. Mais au fond, c'est franchement très daté. Et les exercices sont très peu à jour. Franchement, il vit super à côté, je trouve. En fait, c'est les mêmes exercices quasiment depuis 15 ans, sauf que les concours, ils ont énormément changé. Donc, je trouve ça vraiment pas fou. Par contre, la partie cours, elle peut vous être utile en anglais, et c'est à peu près tout. Peut-être un petit peu en mathématiques, parfois. Mais c'est vraiment pas dingo. Vous pouvez suivre des comptes Insta aussi qui peuvent vous aider. BBC Learning English, c'est très bien pour l'anglais. Pour les actus, c'est parfait. Moi, je trouve Hugo Décrypte. Pour la partie raisonnement sur l'Insta de Prépa Campus, on a mis plein de petits conseils. J'aime pas trop m'occuper des réseaux sociaux, honnêtement, parce que j'ai plein d'autres choses à faire pour la prépa euh, et qu'en fait, ça m'amuse pas. Je préfère être avec les étudiants, les profs et les parents. Mais on a quand même créé plein de contenus utiles. Et sinon, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ed Academy où il donne pas mal de conseils en maths que je trouve assez utiles. C'est pas ciblé sur les concours, mais vous pouvez apprendre des choses utiles. Sinon, pour les étudiants de la prépa, bah, il y a la plateforme, je peux vous la montrer peut-être. Euh, Est-ce que vous voyez la plateforme là ou pas? Dites-moi dans le chat si vous la voyez. Ou vous voyez le PowerPoint. Vous voyez la plateforme? Ok, donc non, ok. Hop, je vais vous repartager la plateforme. Euh, Comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'on vous propose. Clac, 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 clac. Euh, Partage, excusez-moi. Partager, voilà, c'est là. Euh, Pardon. Ok, là, je suis en train de partager la plateforme. Très bien. Donc, si vous voyez la plateforme, ça ressemble à ça, en fait. Donc, je vous ai dit, sur la plateforme, vous pouvez retrouver les replays des cours. Donc, ça, c'est les replays de l'année dernière, hein. Il y a tous les cours de l'année dernière, les cours hebdo. Donc, dans les replays, enfin, sur la plateforme, vous aurez toujours la fiche d'exercice du jour. Vous aurez la correction avec les bonnes réponses. Vous aurez le tableau blanc avec toute la partie cours qu'on a détaillée en fait en cours, ok, avec toutes les petites règles de grammaire, enfin de géométrie qu'on vous a expliquées pendant le cours. Et vous avez aussi les questions avec la correction. Ok. Et vous avez aussi du coup la vidéo de la correction. Ok. Donc ça, c'est les replays. Et donc vous avez les replays de tous les cours comme ça. Mais si vous voulez vous entraîner, par exemple, si vous voulez vous entraîner sur les compétences digitales, j'ai au hasard, vous pouvez aller sur la partie compétences digitales. Sur le cours information et données, il y a le cours qui est enregistré où on vous a tout réexpliqué. Il y a des petits ateliers pour s'entraîner, par exemple, là, c'est pour faire des formules, etc. Et donc, du coup, vous avez les ateliers avec. Je ne sais pas si on peut avoir la prévisualisation pour Excel. On peut, on va pas. Il faut le télécharger pour voir. Et vous avez aussi des exercices théoriques avec les exercices, les bonnes réponses, la correction vidéo. Et quand vous regardez la correction vidéo, hop, ouais, alors là, ça n'est pas séquencé, sinon, parfois, il y en a plein qui sont séquencés ou question par question. Ok. Et donc, il y a ça pour toutes les matières, en fait. Ok. Le but, c'est que vous puissiez réviser aussi en dehors des cours, voilà, en utilisant la plateforme. Et pour le coup, si vous avez accès à la plateforme de la prépa, c'est 1000 fois plus complet que ce qui est proposé voilà, que la plateforme Sésame enfin, ou que le reste. Et en fait, avec ça, c'est largement suffisant pour tout préparer, sachant qu'on met tout à jour tout le temps. Ok. On rajoute tout le temps du contenu. Donc, les exercices sont hyper à jour. S'il y a des changements dans le programme, on les prend en compte, on met tout à jour. Et donc, du coup, vous avez tout ce qu'il faut pour vous entraîner. Et donc, du coup, si vous souhaitez vous préparer avec nous,
Pour la préparation Sésame, vous allez avoir du coup les cours hebdomadaires, maths français, compétences digitales, stage intensif anglais, analyse documentaire LV2 pendant les vacances, et les 8 cours d'enjeux contemporains. Pour Access, c'est la même chose, sauf qu'en stage, vous n'avez pas la LV2 et vous avez la synthèse de l'analyse documentaire. Et si vous faites Access plus Sésame, vous avez accès à tout. Ok. C'est admissible ou remboursé. Ça veut dire que si vous mettez au moins, enfin 5 écoles, même vous pouvez mettre les 5 plus durs pour le concours, si vous êtes admis nulle part, on vous rembourse tout, 100% de la préparation. Ok. Euh, Évidemment, pour tout le suivi, ça va être directement avec moi. On vous aide aussi à faire tous vos dossiers sur Parcoursup. Donc ça veut dire qu'on corrige vos lettres de motivation, on vous expliquera, vous pouvez prendre des rendez-vous individuels avec moi pour parler des écoles et pour choisir un petit peu comment faire votre orientation. Si vous avez des questions sur les concours, c'est aussi directement avec moi. C'est moi votre contact direct en fait. Et les étudiants qui ont des difficultés, on les reprend en individuel gratuitement. Ok. Soit c'est nous qui allons vous proposer, parce qu'on va le voir en cours, vous avez des difficultés. Soit c'est vous qui allez venir à nous en disant, ah, je n'ai pas compris telle chose, est-ce que tu peux me réexpliquer? Quand on vous fait des cours gratuits, ça va pas être un soutien qui va être hebdomadaire, ça va être ponctuel. Ça veut dire que les étudiants qui ont le plus de difficultés, on va leur faire 4, 5 séances individuelles dans l'année, pour vous dire à peu près. Ok. Il y en a qui vont faire zéro dans l'année, et il y en a plein qui en font une, deux, trois. Ok. Le but, c'est qu'à la fin, tout le monde ait tout compris, que tout le monde soit prêt, tout le monde ait des bonnes notes. Ok. Donc, ce qui est vraiment très intéressant dans la préparation, c'est qu'on vous suit de très près. Et pour vous suivre de très près, on est obligé de limiter le nombre d'étudiants qu'on prend tous les ans. Sur Sésame, je prends 150 étudiants. Sur Access, je prends 100 étudiants. Ok. Euh, Parce que je ne peux pas suivre non plus un nombre infini d'étudiants. Actuellement, sur Sésame, je prends encore à peu près une soixantaine d'étudiants. Et sur Access, je prends encore une cinquantaine d'étudiants. Ok. Donc, il reste encore, enfin, c'est encore possible de s'inscrire. Là, vous êtes dans les temps. Mais par contre, voilà, c'est pas pendant toute l'année. On limite donc à, je vous ai dit 150 pour Sésame, 100 pour Access. En réalité, on limite à peu près à 130 pour Sésame et à 85 pour Access. Et après, en fait, les seules personnes qu'on prendra, c'est les personnes qui viennent sur recommandation. Donc, si votre meilleur ami veut dire je veux venir dans la prépa, on garde de l'espace dans les préparations pour eux. Et à la fin, vous allez peut-être être 153 ou 147. C'est pas très grave. Ok, ça change pas grand-chose à ce stade-là. C'est marginal. Mais donc, du coup, par contre, sinon, on prend plus les gens. Pour vous inscrire, vous êtes obligé de passer par un entretien téléphonique avec moi. L'entretien, c'est pas un entretien pour vous dire vous êtes pris, vous n'êtes pas pris. C'est pas l'objectif. C'est que j'ai besoin de comprendre c'est quoi votre projet. Et j'ai besoin de vous expliquer ce que j'attends de vous en termes de travail. Et si je vois que ce que vous attendez, c'est pas possible, je vous le dirai. Comme ça, vous vous inscrivez pas pour rien. Et si vous voyez que les exigences qu'on a, ça ne correspond pas à ce que vous voulez faire, vous dites c'est trop de travail pour moi ou quoi, bah, je préfère que vous soyez au courant et vous inscrivez pas, c'est pas très grave. Quelqu'un d'autre prend votre place. Ok? Et donc, du coup, si c'est pas au niveau de. On va pas vous juger sur votre niveau, mais par contre, on veut que euh, ça soit très clair dès le début, en fait, enfin, le fonctionnement. Du coup, on a plus de 180 avis sur Google, c'est 5 sur 5 de moyenne. Donc, je vous invite à juste taper Prépa Campus sur Google, regardez les avis, vous regardez, c'est que les meilleurs avis. J'ai pas mis la slide à jour, mais en fait, ça, c'est, j'ai pris les 5 derniers avis au le moment où j'ai fait la slide, mais je l'ai fait il y a un petit moment. Ok. Aujourd'hui, je pourrais faire la même chose avec les derniers avis. Vous allez juste sur Google Prépa Campus, vous regardez la liste des avis, vous verrez les avis. Les gens, ils sont très contents des profs, ils sont très contents de l'ambiance qu'il y a parce qu'on va traiter les étudiants vraiment comme des grands. On n'est pas là pour vous fliquer, mais par contre, on va vraiment vous accompagner. Euh, il y a la plateforme, mais surtout ce que les gens adorent, c'est le suivi, parce qu'on fait vraiment attention à vous et vraiment, je me rends très très disponible pour vous. C'est en gros entre novembre et avril, mon travail, ça va être d'être avec vous et avec les parents. Donc, aussi bien sur Parcoursup, bah, pour vous donner un exemple, sur Parcoursup, vous pouvez prendre des rendez-vous un petit peu où je vous aide à faire vos vœux. Ensuite, on corrige vos lettres de motivation et à la fin, on vous aide à hiérarchiser les choix en faisant un autre rendez-vous qui est juste avant les résultats. Tout ça, ça fait partie du suivi. Et donc, si vous voulez vous préparer avec nous, il faut prendre rendez-vous avec moi. Vous pouvez prendre rendez-vous directement en scannant le QR code. Sinon, je peux vous mettre dans le chat le numéro de téléphone. Enfin, en vrai, demain, je vous enverrai par mail Demain, pardon, je vous renverrai par mail le replay. Je vous renverrai par mail euh, les slides et je vous enverrai le lien pour prendre rendez-vous aussi. Ok? Donc, si vous voulez prendre rendez-vous, vous pouvez prendre rendez-vous demain. Donc, du coup, voilà, j'en ai fini avec ma présentation. Maintenant, est-ce que vous pouvez, si vous le souhaitez, poser vos questions et je vais prendre le temps d'y répondre. Donc, je sais que voilà, vous êtes un petit peu timide au début.
On va attendre que les premières questions, elles tombent. Une fois que les premières questions seront tombées, je sais que tout le monde va y aller de sa petite question. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. Je suis dans l'attente. Vous les posez dans le chat, hein, tranquillement. Je vais les prendre une par une. Alors, est-ce qu'il y a de la préparation sur les épreuves orales? Oui, est-ce qu'il y a des épreuves orales? Donc, en fait, au concours accès au concours César, vous avez des épreuves orales après les épreuves écrites. Je vous en ai pas parlé, en effet. On vous prépare aux épreuves. Il y a c'est des entretiens de motivation et des entretiens d'anglais. On vous prépare aux épreuves orales dans la prépa. Et c'est en plus de la préparation que vous voyez aux écrits. Pourquoi c'est en plus? Parce que en mars, on vous fait une conférence où on vous explique tout en détail sur la préparation aux épreuves orales. On vous explique ce qu'on attend de vous. On vous montre les grilles de notation des écoles. On vous explique comment nous, on vous prépare aux épreuves orales et comment ça fonctionne. Un étudiant qui est à l'aise à l'oral, il lui faut 3 séances pour se préparer. Un étudiant qui a des difficultés à l'oral, il faut 5 séances pour se préparer. Pour se préparer de la bonne manière aux épreuves orales, il faut se préparer de manière individuelle. Ok? C'est quelque chose qui doit être ultra personnalisé. Tous les profs, on est une trentaine de profs, hein, pour les épreuves orales. Tous les profs, on a la même méthodologie pour vous préparer, mais on doit faire un travail individuel avec vous. Et donc, chaque séance, elle dure entre 1h30 et 2 heures et elle coûte 120 euros. Donc ça, il faut prévoir un budget euro en plus. Et donc, du coup, pour un étudiant à l'aise à l'oral, ça va lui coûter 360 euros. Pour un étudiant qui a vraiment des difficultés, ça va être 600 euros. Si au bout de 5 séances, vous n'êtes pas prêt, c'est moi qui vais vous prendre en individuel et je ne vous fais plus payer les séances supplémentaires. Mais donc, du coup, c'est pas inclus dans le package parce que moi, je ne peux pas savoir maintenant si vous avez besoin de 3 séances ou 5 séances. Et quand on fera, du coup, la conférence en mars, ça sera très clair pour vous sur quelle option il faut choisir pour vous. Et ensuite, c'est en avril qu'on fera la préparation. Sachant qu'un étudiant qui fait la préparation aux orales, dans 98% des cas, disons, il va avoir l'école qu'il veut à la fin. Normalement, comment dire, si vous êtes admissible à l'oral, vous avez une chance sur deux d'être pris. Quand vous faites la préparation aux oraux avec nous, ça va être presque une chance sur un. Vous serez quasiment tout le temps pris. Donc, il faut vraiment se concentrer sur les épreuves écrites pour être admissible à l'oral. Ensuite, avec la préparation aux orales, vous allez dérouler. Auriez-vous un emploi du temps sur une semaine avec les matières pour un étudiant? Je peux vous montrer ça. Alors, attendez. Ça, c'est une question un peu technique. Je vais vous montrer. Là, on va rentrer un peu dans mon système, mais c'est pas très grave. Euh, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je me mets sur mon calendrier, hein, excusez-moi une seconde. Ok, donc je vais vous partager mon écran. Ça, c'est les cours pour l'année prochaine. Ok. Ah, je ne vous ai pas mis un peu de temps, mais voilà. Vous voyez, par exemple, là, c'est pour Sésame. Donc, ça, les cours du lundi, qui sont à 18 h, vous allez commencer, c'est la version A du cours. On va commencer par 8 cours de mathématiques. Après, on aura les compétences digitales, après le français. Donc, en maths, on fait calcul, fonction, variation et statistiques, etc. Ensuite, on fait les compétences digitales. Et ensuite, on fait le français. C'est exactement la même chose le mardi, sauf que c'est à 19h15. C'est les mêmes exercices, etc. Le mercredi, au lieu de commencer par les maths comme le lundi, on commence par les... pardon, le mercredi, on commencera par les compétences digitales. C'est le même cours, mais ce ne sera pas les mêmes exercices. OK? Ensuite, on fera le français, et ensuite, on fera les maths. C'est un peu comme je vous ai expliqué. Et donc, du coup, peut-être qu'on peut voir une vue calendrier. J'ai peur de vous faire peur. Alors, ça, c'est le calendrier global. On va filtrer par concours, ouais, sur le concours Sésame. Donc, si vous avez le concours Sésame, si vous, comment je peux le mettre en... Attendez, j'essaie de mettre une vue. Je n'ai pas créé la vue, là, je suis en train de le faire en live, hein. Euh, ok. Donc, par exemple, pour Sésame, le cours du lundi, ça va être avec Jimmy. Vous avez le lien Zoom qui est ici, vous avez le thème, vous avez la durée du cours, etc. Et vous avez même les documents avec les exercices. Le cours du mardi, c'est avec Kevin. C'est pareil, c'est la même chose, avec les mêmes exercices. Kevin et Jimmy donnent aussi des cours de compétences digitales, donc ils font aussi le cours de compétences digitales, et Sophia, elle fait le cours de français le vendredi. Et vous voyez que le dimanche, c'est Sophia et Kevin qui vont assurer euh, les cours qui ont été faits. OK? Donc voilà, ça ressemble à peu près à ça une semaine, sachant que vous pouvez faire minimum 1 heure par semaine. Donc vous pouvez faire par exemple que le cours du lundi, ça peut suffire. Mais si vous voulez faire cours du lundi, du mercredi et du vendredi, vous pouvez. Ou si vous voulez faire que le cours du dimanche, le premier et le deuxième, vous pouvez. Ou le premier et le troisième, ou le deuxième et le troisième. C'est vous qui décidez en fait comment vous organisez. Je ne sais pas si c'est clair. De toute façon, en fait, j'ai pas créé les vues encore pour les étudiants, mais vous aurez des vues pour vous, en fait. Avec le calendrier, enfin, ce sera beaucoup plus
plus clair. Là, je vous ai vraiment mis, j'ai vraiment essayé de répondre en vous emmenant dans le système directement, dans mon système à moi. OK? Mais ça ressemble un petit peu à ça, un emploi du temps. Euh, Ça répond à votre question, Julia? N'hésitez pas à me répondre en commentaire si ça répond vraiment à la question ou pas. Si c'est clair ou pas ce que j'ai fait. Euh, Lucas demande. Après le BBA de l'ESSEC, quelles sont les meilleures écoles que vous recommandez pour obtenir le grade de master? En fait, quand tu as fait le BBA de l'ESSEC, tu peux faire ton master 2 à Dauphine. Tu peux aussi faire un master. Par exemple, moi, j'ai un étudiant, il est parti, un ancien étudiant que j'ai eu récemment, en fait, il est parti dans une grande université américaine, je ne sais plus laquelle, pour faire sa dernière année. Et en fait, il avait accès à des universités de dingue. Il y en a qui vont à la Bocconi, il y en a qui vont dans des universités de fou, en fait, ou dans des écoles de fou. Donc, en fait, tu peux vraiment, tu as le monde des possibles qui est très, très ouvert pour toi. Lucas Déo demande, est-il possible de payer en plusieurs fois? Alors la réponse c'est oui, vous pouvez payer en 3 fois. Pour ça, il suffit de le demander en fait au moment où on fait le call et je vous explique comment ça fonctionne. Et vous faites premier tiers à l'inscription, deuxième tiers le 1er novembre, troisième tiers le 1er janvier. Est-ce que l'aspect maths suffit ou est-ce que les maths experts sont quasi indispensables? Les maths experts sont inutiles pour les maths accès Sésame. L'aspect maths, ça suffit largement. Je dirais même que les maths complémentaires, ça suffit. Pour les concours accès, c'est pour Sésame. Pour le concours Sésame, en fait, même faire l'aspect maths ou les maths complémentaires, ça sert à rien tellement, tellement comment dire, le concours est différent, ok, de ce qui se fait au lycée. Donc, vous inquiétez pas. C'est possible de se préparer, encore une fois, comme je vous l'ai dit, si vous êtes en STMG au concours accès. Sauf que je vais vous demander de faire les 3 cours de la semaine, le cours du lundi, du mercredi, du vendredi. Parce que il va falloir, en gros, si vous êtes en STMG, vous voulez faire le concours accès, en novembre, décembre, vous allez trouver ça très dur. En janvier, février, vous allez commencer à avoir vraiment des bonnes réponses parce que c'est la deuxième fois que vous verrez le programme. Et en mars, avril, vous aurez rattrapé tout le monde et vous serez au niveau pour le concours. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Julia, juste pour. J'ai répondu à ta question en. Enfin, je te tutoie, je vous vois peut-être, je sais pas. Je tutoie les étudiants, je vois les parents. Euh, et vous pouvez me tutoyer par contre. Les étudiants me tutoient tous. Pour l'emploi du temps, est-ce que c'est clair la manière dont je l'ai présenté ou il y a besoin d'une autre explication? Quel est le niveau attendu en anglais pour le concours Sésame? C'est un niveau de lycée. C'est B2 le niveau visé. Ok. Mais après, en fait, par exemple, nous, quand on te prépare en anglais pendant le stage, le but, c'est pas de faire de toi quelqu'un de bilingue, c'est de faire de toi une personne très forte en grammaire. Et si, en fait, en revoyant toutes les règles de grammaire, en t'entraînant spécifiquement sur les différentes questions de grammaire, bah, on arrive à te faire progresser là-dessus. Ça, c'est possible de vraiment progresser en une semaine. Bah, tu vas peut-être passer de 10 à 15 sur 20, tu vois. Mais, euh, Mais voilà. Et pour les étudiants qui sont bilingues en anglais, d'ailleurs, ce qu'on leur propose, c'est de remplacer l'anglais en faisant des maths à la place. En faisant plus de maths, mais en tout petit groupe, du coup, pendant les vacances. Et là, du coup, on les reprend un petit peu en stage de maths et on les fait travailler sur les chapitres qui leur posent le plus de problèmes. Mais si vous n'avez pas un très bon niveau en anglais, ne remplacez pas l'anglais par les maths. C'est pas du tout nécessaire de faire un stage de maths. C'est juste que on propose ça aux élèves bilingues, en fait, c'est tout. Pour pas qu'ils perdent leur stage. Alors, y a-t-il des formules à stage que car ou que cours hebdomadaire? Alors, on peut en discuter si tu veux. Faut prendre rendez-vous et en discuter pour que je comprenne vraiment c'est quoi ton projet. Et donc parfois on le fait, mais parfois je refuse de le faire aussi. Ça dépend en fait ce que tu veux. Dans l'idée, dans l'idée pourquoi pas, tu vois, mais il faut que tu m'expliques ce que tu veux. Mais on le fait très peu. Mais tous les ans, il y a deux, trois étudiants qui font quelque chose qui font qu'une partie. Alors, si j'ai bien compris, vous préférez le PGE au BBA. Alors non, vous avez mal compris, je préfère pas du tout le PGE au BBA. Moi, je trouve qu'il y a des très très bons bibliers qui sont bien meilleurs que certains PGE ou que la plupart des PGE. C'est deux programmes qui sont complètement différents. Voilà, si vous faites un comparatif entre le PGE et le BBA, ça donne un grade de licence plus les crédits pour une quatrième année. Quand vous faites un BBA, il faut le compléter, c'est ce que je dis, c'est obligatoirement, alors qu'un PGE, il n'y a pas besoin de le compléter. Les BBA, comme ils sont en 4 ans, vous allez plus vite rentrer dans les matières vraiment école de commerce et vous allez plus vite partir en stage, plus vite partir à l'étranger, c'est plus professionnalisant, on va dire. Quand vous êtes un PGE, comme vous avez un peu plus de temps, les 2 premières années, vous aurez plus de matières théoriques, comme les statistiques ou la sociologie, par exemple. OK? Qu'on a moins le temps de faire quand on fait un programme en 4 ans.
Mais sauf qu'à la fin, vous avez votre grade, enfin, votre grade master. Mais je préfère pas le BBA, le PG au BBA, ni l'un ni l'autre. Ça dépend de votre projet, ça dépend de comment vous voulez étudier. Et après, ça dépend du niveau des écoles. Lors des cours de français, est-ce qu'on repart sur le français de première ou c'est complètement différent? Non, c'est complètement différent. On revoit toutes les règles de grammaire. Par exemple, je te donne un exemple de règles de grammaire qu'on peut revoir. C'est qu'on va voir, par exemple, comment on accorde les adjectifs numéraux, comment on accorde, enfin les noms, quoi, comment on accorde les couleurs. En fait, tu dis, les voitures sont vertes et rouges. Si elles sont moitié vertes et moitié rouges, ça s'écrit pas pareil que si elles sont, il y a des voitures vertes et des voitures rouges, tu vois. On vous explique c'est quoi les nuances. Et en fait, il faut tout savoir. Sur les mots composés, on va dire si c'est verbe plus verbe, on n'accorde pas. Si c'est adjectif plus adjectif, on accorde. Si c'est adjectif plus nom, on accorde, sauf telles exceptions. C'est ce genre de choses-là qu'on va voir. Pour la LV2, quelles sont les compétences requises? C'est un niveau terminal aussi. Ok. C'est pas très facile, c'est pas si facile que ça, la LV2 en concours Sésame. C'est assez technique. En fait, jusqu'à l'année dernière, pour être tout à fait transparent avec vous, on ne préparait pas les étudiants à la LV2 en disant c'est un petit coef. Sauf que ça fait 2 ans que les étudiants nous disent c'était hyper dur l'espagnol, c'était hyper dur l'allemand. Est-ce que vous pouvez rajouter, enfin, vous, dans les. En fait, on vous donne un formulaire à la fin pour dire c'est quoi nos points d'amélioration. Il y a un seul truc qui ressortait, c'est j'ai trouvé que c'était dur la LV2, peut-être ça serait bien de le rajouter l'année prochaine. Et donc on l'a rajouté cette année. Pour revenir aux différents cours que vous proposez, sont-ils tous en visio et interactifs enregistrés? Ils sont tous interactifs. Il n'y a aucun cours, enfin, on les enregistre après si tu veux voir le replay, mais en fait, tout est en live. Il y a aucun, enfin, tous les cours sont en live et tous les cours sont interactifs. Tu vas être amené en fait à toujours pouvoir poser des questions, à toujours participer aux corrections, etc. Ce que j'expliquais tout à l'heure un peu plus tôt dans, je ne sais pas si c'était déjà arrivé, mais en gros, tu vas tout le temps participer en fait. C'est impossible. Enfin, tu vas être sollicité à tous les cours. Orientez-vous les élèves selon leur niveau pour les choix d'école sur Sésame? Oui, évidemment. Quand on va parler de votre dossier, je vais vous poser des questions sur votre dossier ici quand on va s'appeler. Mais même après, si on prend rendez-vous, bah, je vous demanderai vos bulletins, etc. Et en fait, en fonction de vos bulletins, je vous dirai ce que tu peux avoir et ce que je ne peux pas avoir. Ok. En général, tu peux tout avoir sauf l'ESSEC si t'as un dossier qui n'est pas très bon. Et pour l'EM Lyon, si t'as un dossier mauvais, c'est mort aussi. Si t'as un dossier moyen, c'est possible parce que en fait, tu pourras rattraper avec le concours. Et pour les autres écoles, en fait, c'est la partie vraiment concours qui va être plus importante. Le dossier va être vraiment moins important et donc on pourra rattraper tous les dossiers. Timothée demande comment maximiser un dossier pour le concours Sésame. Bah, il faut avoir des bonnes notes en spé, des bonnes notes en langue et des bonnes notes au bac français. Lucas demande quel est pour toi le niveau moyen. Bah, ça dépend en fait. Dans la prépa, je dirais que le niveau moyen, c'est des étudiants, je sais pas, à 13 000 moyenne, sachant qu'il y a des étudiants à 17 et des étudiants qui sont à 10, tu vois, ou à 11. Et les étudiants à 11 et les étudiants à 17, ils visent pas les mêmes écoles. Ok? Mais niveau moyen, c'est être 14 même, je dirais, à peu près. Plutôt un bon niveau quand même dans la prépa. C'est plutôt des bons étudiants en fait. En moyenne, tu as des étudiants moyens, tu as des bons étudiants, tu as des très bons étudiants. Tu as assez peu d'étudiants très faibles. Tu en as tous les ans un ou deux, mais, ou trois peut-être. Mais enfin 10 11 de moyenne, mais c'est une énorme minorité. C'est une grosse minorité, sincèrement. Mais enfin non, il y en a quelques-uns. Par contre, tous les étudiants l'année dernière ont obtenu un de leurs trois premiers choix, pour te donner une stat. Par contre, si tu as 10 de moyenne, je te dis, bah, tu peux pas mettre l'essai dans tes trois premiers choix, quoi. Ça, tu l'auras pas. Parce que je sais que c'est impossible, en fait, à cause du dossier. Mais ça, tu seras prévenu en avance. Tu sauras à quoi tu peux prétendre. Pardon, je me tiens mal. Je commence je sais pas si ça se voit avec la caméra, mais je commence à prendre mes aises. Alors, durant les cours, combien d'élèves sommes-nous? Alors, en fait, pour les cours hebdomadaires, les programmes, enfin, les quotas d'étudiants sont calculés pour que vous soyez en moyenne 20 étudiants par cours sur Sésame et plutôt 15 étudiants par cours sur Access. Sachant que, en fait, comme c'est vous qui choisissez à quel cours vous voulez venir, c'est très possible que sur un cours, vous soyez 25 et sur un autre cours, vous soyez 12. Tu vois. Mais si c'est le cas, si vous êtes même, surtout les premières semaines, par exemple, vous pouvez être 30 le lundi et 12 le mardi. En fait, la deuxième semaine, on vous dira, bah, le mardi, on fait le même cours que le lundi. Et si vous venez le mardi, bah, ils sont que 12.
Donc, du coup, vous serez en plus petit comité. Et en fait, naturellement, les étudiants ils vont se répartir entre les cours comme ça. Euh, Pendant les stages intensifs, vous êtes entre 5 et 8. En moyenne, vous êtes 6 par cours, en fait. On vise des groupes de 6. Mais comme vous êtes en tout petit comité et qu'on ne veut pas que vous ayez trop et que vous pouvez choisir pour chaque matière quelle semaine vous le faites, etc., bah, il y a des cours, ils vont être 5, des cours, ils vont être 8, mais jamais plus que 8. Est-ce que les activités extrascolaires sont primordiales pour le concours SAM Access? Ça compte, mais c'est pas primordial, Arthur. Je suis dans une école privée qui note plus sévèrement que le public. Suis-je désavantagé? Sarah, non. En fait, les écoles, elles vont regarder aussi ta note, enfin, par rapport à enfin, l'écart entre ta note et la moyenne de la classe. Ok. Et ils vont parfois aussi faire des rankings sur les notes des lycées, donc mettre une note à ton lycée, et si ton lycée il est bien noté, bah, ta note elle va être bonifiée. Inès demande quelle est la date pour l'inscription à la prépa Sésamo Access? Vous avez peut-être déjà donné la réponse, merci. C'est en ce moment qu'on s'inscrit à la préparation, sachant qu'en général, en fait, enfin nous on a un quota de place et quand c'est rempli, on arrête. Quand on parle des notes pour postuler à l'ESSEC, etc., on parle des preuves de première et terminale et des notes de bac de première ou uniquement la moyenne de terminale. On prend les 3 premiers trimestres de terminale et les 3 premiers trimestres de première, les 3 trimestres de première, pardon, et les 2 premiers trimestres de terminale. Et si vous êtes en semestre, juste le premier semestre du coup de terminale et les 2 semestres de première. Les notes de bac vont compter aussi. Mais en fait, la moyenne, c'est pas la moyenne générale, c'est la moyenne sur les matières qui comptent vraiment. Mais ça, pareil, en fait, moi, quand je vous pose vos questions, je peux vous dire c'est quoi vos chances concrètement. Des étudiants, j'en ai vu passer, enfin, j'en vois passer beaucoup tous les ans. Je connais les dossiers des étudiants et donc, du coup, je peux vous dire c'est quoi vos chances, en fait, concrètement. Alors, quel est le lien entre les résultats Parcoursup et et le concours? En fait, je disais que pour les concours, vos dossiers comptent. Donc, ça dépend des écoles, mais pour certaines écoles, votre note compte. Ça peut compter jusqu'à 30% de la note globale. Et que donc, du coup, votre dossier Parcoursup va être pris en compte avec le concours au moment des épreuves écrites. Donc, pour les SEC, typiquement, 30% c'est le dossier et 70% c'est le concours. L'autre cas extrême, c'est pour l'ESCA, c'est 0% de dossier, 100% de concours pour votre note. Ma demande, est-ce que certaines spécialités sont privilégiées? C'est bien de faire l'aspect maths si vous pouvez, mais c'est pas du tout obligatoire. Et sinon, pas vraiment. En fait, les spé qui sont les mieux, c'est maths, SES, AGGSP, LLCE. Euh, J'espère que j'en ai pas oublié une. Mais c'est ça, grosso modo. Mais après, si vous avez pris autre chose, c'est pas très grave. Ça va pas vous éliminer. Il y a des étudiants qui font maths physique qui sont pris partout, qui font autre chose. Ok. Et c'est vrai que faire de la physique et de la SVT, ça sert pas à grand-chose quand on fait une école de commerce, c'est tout, quoi. Ça vous élimine pas. En fait, ce qu'elles veulent, les écoles, à la fin, c'est des étudiants qui sont investis. Donc, c'est tout. Mais après, voilà, le fait de vous préparer, ça va, avec nous, ça va vous permettre de viser voilà, vraiment les meilleures écoles, bah, de maximiser votre potentiel. Et comme je vous l'ai dit, à la fin, c'est 15 000 € l'année, quelle que soit l'école. Donc autant être dans la meilleure école parce que les débouchés, ce ne sera pas les mêmes si vous avez fait l'IESEG ou si vous avez fait, je sais pas moi, l'ESDES. Ok. C'est pas la même chose. Et donc du coup, alors que c'est quasiment le même prix entre guillemets, quoi. Timothée demande est-ce que le BBA de l'EM Lyon nous permet d'enchaîner dans un master dans des top écoles internationales? Oui, c'était très bon, oui. C'était bon, oui. À partir de quand on vous met à disposition de la plateforme? On vous met à disposition. Alors, la plateforme officielle en octobre et notre plateforme à nous, on est à disposition à partir de fin septembre. Céline demande si ma fille hésite encore entre prépa et concours post-bac, que conseillez-vous? Bah, je lui conseille de bien réfléchir. En fait, vous pouvez très bien préparer les concours post-bac et postuler en prépa en parallèle et choisir plus tard. Mais ce qu'elle va faire aussi dans la préparation au concours, ça va l'aider si elle fait une prépa plus tard. Donc, quoi qu'il arrive, enfin, je veux dire, ça sert pas à rien. Ok? Maintenant, il n'y a pas le feu, entre guillemets. Moi, je préfère qu'un étudiant il réfléchisse bien à son orientation et qu'il s'inscrive après, plutôt qu'il s'inscrive dans la panique en disant, j'ai peur de ne pas avoir une place. Il s'inscrit, il paye, et au bout de 2 mois, il dit, non, mais finalement, je vais faire une prépa. Enfin, vous voyez, vaut mieux prendre le temps de réfléchir. Donc, si vous enfin, l'un n'empêche pas l'autre parce que
quand vous allez postuler sur Parcoursup, vous aurez les résultats d'Access Sésame et des prépas en même temps. Donc, si vous êtes pris au BBA de l'EM Lyon, par exemple, et que vous êtes pris dans une prépa qui est d'un niveau moyen, bah, vous allez peut-être vous dire, je vais aller à l'EM Lyon parce qu'en fait, euh, les étudiants qui rentrent dans le top 5 dans la prépa où je suis pris, ça va être 20% des étudiants. Et donc, en fait, j'ai 80% de chances de ne pas avoir mieux que le BBA de l'EM Lyon. Et donc, du coup, bah, je sécurise. Ou alors, c'est le contraire. Vous pouvez vous dire, vous préparez les concours, vous avez toutes les écoles au concours, vous avez une très bonne prépa et vous vous sentez pousser des ailes, vous vous dites, mais peut-être en fait, je pourrais cartonner en prépa et j'ai envie de tenter la prépa. Et là, vous tentez la prépa. Et quoi qu'il arrive, en fait, vous aurez gagné de la méthodologie, vous aurez gagné de la culture générale, vous aurez amélioré votre niveau en anglais, vous aurez découvert ce que c'est la synthèse de documents et vous aurez de la méthode là-dessus donc, aussi. Et vous serez capable d'avoir de meilleures notes sur les tests psychotechniques de l'ESSEC plus tard, plus vous serez bon sur la préparation aux oraux. Donc, quoi qu'il arrive, en fait, vous n'aurez rien perdu là-dedans. Mais il faut avoir envie de le faire, quoi. Si, en fait, moi, ce que je vous dis, c'est ne vous inscrivez pas si vous êtes pas sûr d'être motivé. De toute façon, je vous le dirai ça même. Lors de l'entretien téléphonique. Si c'est pas clair pour vous, je vous dirais, bah, faut que ce soit clair, en fait. Nous, l'année dernière, comment dire, on a fermé les inscriptions à ce programme, c'était vers début octobre. Tous les ans, ça avance. L'année d'avant, c'était plutôt vers mi-octobre, fin octobre. Cette année, ça va être en septembre. Donc, en fait, je viens de vous dire, on va pas vous forcer la main parce que si vous pouvez, enfin, moi, je veux des étudiants motivés. Je sais qu'on va se donner corps et âme avec les étudiants, je vais les suivre pendant toute l'année. Je veux que des étudiants voilà, qui ont vraiment envie d'être là. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a plein d'étudiants en fait qui sont dans la prépa et qui sont là, qui font la préparation avec nous et qui finissent par faire une prépa derrière. Ça fait partie des gens qu'on prend, hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. Voilà, on a un peu débordé, je suis désolé, mais voilà, j'ai pris le temps de bien répondre à vos questions. Euh, voilà, je suis content si ça vous a été utile. Je vais vous laisser mon numéro de téléphone. Comme ça, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser directement. Vous avez aussi, je vais vous mettre mon mail aussi. Ok. Et vous savez quoi? Je vais vous mettre aussi le lien pour prendre rendez-vous si vous voulez prendre rendez-vous, tout ça. L'idéal pour prendre, enfin vraiment, mieux que de m'appeler, c'est mieux de prendre rendez-vous. Je vais vous mettre le lien tout de suite pour rendez-vous. Comme ça, vous l'avez. Euh, hop, pardon. Et comme ça, si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite. Il n'y a pas 1 million de créneaux, je pense, d'ici la fin de la semaine. Je suis désolé, parce que bah, l'emploi du temps est assez chargé, déjà. Mais vous pouvez aller prendre rendez-vous début de semaine prochaine si vous voulez. Voilà. Donc, le but du rendez-vous, hein, c'est vraiment que je vous explique comment. Enfin, je vais vous poser plein de questions sur vous. Je vais vous expliquer, répondre à toutes vos questions, en fait. Je vais aussi vous expliquer comment on fonctionne, même si vous avez déjà bien suivi là, on pourra tout affiner. Et ensuite, bah, si vous voulez vous inscrire, vous pouvez vous inscrire. Sinon, bah, c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Vous pourrez revenir vers moi. Vous aurez les infos au moins. OK? Impossible de s'inscrire avant de passer par un rendez-vous téléphonique. Il faut que j'ai soit les parents, soit l'étudiant au téléphone. Et dans l'idéal, les deux. Ok. L'idéal, c'est de le faire ensemble. Mais si vous ne pouvez pas le faire ensemble, il faut que j'en ai au moins un des deux avec moi. Et sinon, on peut faire deux calls si nécessaire. Voilà. Eh bien, bonne soirée tout le monde. C'était un plaisir. Et bah, j'espère à bientôt pour certains d'entre vous. Et bonne continuation aux autres. Au revoir. Hop. Bonne soirée tout le monde.